Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de la seule course qu'il y avait hier, le Trofeo Ces Salines, deuxième épreuve du challenge de Majorque. Avec une course qui n'est pas la plus difficile, loin de là, du challenge de Majorque, 1400 mètres de dénivelé positif, deux difficultés sur la dernière partie de parcours, mais qui sont quand même beaucoup moins dures que ce qu'on peut avoir sur d'autres courses de ces challenges de Majorque. Donc voilà, on va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé avec une arrivée encore où on aura des choses à redire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous avez trouvé cette arrivée dangereuse, ce que vous avez pensé de certains coureurs. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et quand vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. N'hésitez pas également à aller voir écouter EPS 2.0 sur Spotify. TikTok en ce moment c'est calme. Et je le répète, cette vidéo est encore faite dans des conditions difficiles, sans connexion internet, filaire, on va dire ça comme ça. Normalement le 3 février, Inch'Allah, comme on dit, parce que c'est long quand même. Alors, encore une course intéressante, surtout que même s'il n'y a que 1400 mètres de dénivelé positif, on est le 26 janvier, c'était hier, donc c'est très tôt dans la saison et n'importe quelle côte est difficile à gérer, n'importe quel changement de rythme est difficile à gérer parce qu'on est plutôt sur une période où on fait du travail d'endurance à ce moment-là de la saison et donc on fait pas peu de changements de rythme et c'est parfois très compliqué dans les montées et ça a fait des dégâts parce que grosso modo dans le temps final, dans le sprint à l'arrivée, ils ne sont des coureurs qui étaient dans le peloton, on va dire, ils étaient une quarantaine sur 150 au départ, un peu moins de 150 au départ. Donc ça fait pas beaucoup, ça veut dire qu'on a perdu beaucoup de monde pendant la journée. Bah oui, mais les conditions climatiques n'étaient pas faciles, il faisait froid, il y avait de la pluie. C'est vrai que les conditions en ce moment en Espagne sont pas fantastiques, on va pas se mentir. Et puis on est en janvier, donc début de saison, il faut remettre la machine en route, surtout que là, souvent, on fait quand même des changements dans ces challenges de Majorque, c'est-à-dire sur les 5 épreuves, c'est rare les coureurs qui vont faire les 5 épreuves, surtout que maintenant il n'y a plus de classement général, il y a 10-15 ans, je crois que c'est en 2010 que ça s'est arrêté, vous aviez un classement général des 5 manches, donc vous pouviez viser ça comme objectif de début de saison, et donc vous étiez obligé de faire les 5 courses, même celles qui ne vous correspondent pas des masses. Dans beaucoup d'équipes, on fait des changements. Là, notamment chez Soudal, il n'y avait pas Julien Lafilippe, on avait mis Sénéchal. Enfin voilà, on fait pas mal de turnover dans toutes les équipes, et ce qui fait que certains coureurs, c'était leur premier jour de course et ça n'a pas été facile pour eux. On va revenir sur la fin de journée, fin de journée où je trouve qu'on a encore pris des risques au niveau de la sécurité des coureurs. Quelque chose que je dis souvent, mais on devrait maintenant classer les arrivées en clavicule cassée. Et là, je pense qu'on était bien sur un 4 sur 5, voire même un 5 sur 5 en termes de clavicule cassée. C'est-à-dire que 3 virages dans les 700 derniers mètres, voilà, et le dernier virage, qui est un virage très serré, à 75 mètres de l'arrivée, je pense. Il n'y avait pas plus de 75 mètres pour finir. Ce qui fait que j'ai rien contre Vandenberg, mais sa victoire, elle n'est pas due à ses qualités physiques, elle est due à ses talents sur un vélo. Le fait de bien passer les virages, de freiner un peu plus tard que les autres. Parce que en soi, il fallait quand même être là dans le final, donc il fallait quand même avoir des qualités physiques, mais je ne suis pas sûr que c'était le plus rapide hier. Je ne suis pas sûr que c'était le meilleur hier. Mais il a très bien géré le final, ce qu'ont moins bien fait d'autres équipes. Mais en même temps, il fallait être en capacité de prendre des très gros risques, notamment le virage à 75 mètres de l'arrivée. Moi, je me dis quand même, chez les organisateurs de course, on veut des morts. Surtout si on arrive au sprint. Encore quand c'est une arrivée en montagne, moi je le dis toujours, normalement arrivé en montagne, vous n'avez pas de sprint en haut d'une côte de 15 km. Par contre, quand ça arrive, voilà, sur une arrivée où on sait qu'il y a de grandes chances que ça arrive au sprint, parce que 1400 mètres de dénivelé positif, on sait que ça va être compliqué de faire des écarts, je trouve qu'on prend un énorme risque dans le final. Et pour moi, c'est pas normal.
aujourd'hui que l'UCI autorise ce type d'arrivée qui est beaucoup trop dangereuse. Mais bon, on s'aperçoit que l'UCI, ils aiment pas trop taper sur les organisateurs. Hein. Je ne critique absolument pas le Tour de San Juan tous les soirs. Donc oui, là c'était très compliqué, beaucoup trop de virages. Et il y a un moment, je veux bien qu'on ait des virages. Les deux premiers encore, bon, ils me gênent. C'est-à-dire qu'il y en a deux, mais c'est pas le pire. Moi, je trouve que celui qui est dangereux, c'est celui qui est à 75 mètres de l'arrivée. Celui-là, il est très très dangereux. Mais encore une fois, moi je dis, il faudrait délimiter une zone, je pense, de 400 mètres, 400, 450 mètres, où il est interdit d'avoir des virages en cas d'arrivée potentielle au sprint. Voilà. Sur une étape de plat, je ne conçois pas qu'on ait un virage dans les 400 derniers mètres. Et en plus, ce qui fait que ça nuit à la course, parce qu'on n'a pas eu de sprint au final. Voilà, le dernier kilomètre, il n'est pas hyper intéressant. On n'a pas une bagarre au sprint. On a Vandenberg, je ne sais plus quel coureur est devant lui à un moment, mais Vandenberg qui arrive à passer au bon moment, juste avant le virage, qui freine plus tard, et Guillermet qui est enfermé. Voilà. Super pour dernier kilomètre. Autant il y a eu une belle bagarre, je dirais, avec Nils Politt, avec le peloton, à l'approche de cette arrivée, où c'est très intéressant avec un Nils Politt qui a bien résisté pendant 2-3 km. Ensuite, il a un peu explosé en plein vol, avec un gros travail de EF. Mais derrière, ouais, c'est le dernier kilomètre, il n'est pas très intéressant. On passe tout de suite au coureur au top. Attaque de Marlou. Du côté des coureurs au top, je commence avec Vandenberg. Vandenberg, faut pas que je confonde avec son frère, voilà. Donc voilà, c'est bien Marijn Vandenberg, le néerlandais, puisqu'il y a aussi son frère qui est lui resté chez Groupama, alors que Vandenberg était dans la Conti Groupama avant de rejoindre EF Education Easy Post. L'année dernière, il n'avait pas vraiment montré son potentiel, Vandenberg. J'avais été assez déçu par le coureur néerlandais, parce que j'avais trouvé, oui, c'est un coureur, on avait vu très intéressant quand il passe à la Conti Groupama, il y a quand même des bons résultats. Chez Metec aussi, hein, parce qu'il avait commencé aux Pays-Bas, qui est une grande équipe de Continental, Metec. Il avait eu des résultats. Et puis chez EF, il avait pas mal débuté la saison. Il avait pris... voilà, il y a eu quand même des résultats sur son année, mais c'est vrai que sur on l'attendait sur certaines grosses courses où on l'avait peut-être pas vu, on l'attendait surtout en tant que sprinter. Et sur pas mal de courses, il n'avait pas forcément réussi à s'imposer en tant que sprinter dans cette formation EF. Et on savait que pourtant, il y avait une place à prendre parce qu'en termes de pur sprinter, il n'y avait pas grand monde. Et c'est vrai qu'en termes de résultats, c'est 7ème du Grand Prix de Wallonie. Je crois que ça doit être son meilleur résultat de l'année. Voilà. Et 7ème de la Classica des Almeria. Il n'y avait pas eu de top 5 pour un coureur rapide, pour un sprinter. 6ème également de la dernière étape du Tour de Pologne, celle avec Arnaud Démare. Mais il n'y avait pas eu de top 5 pour un sprinter. C'est pas exceptionnel. Et on s'était dit, moi je m'étais dit, peut-être que Groupama, ils ont bien fait de ne pas le garder, quoi. Parce que peut-être qu'ils avaient senti que c'était léger, que c'était pas fantastique. Alors que c'est vrai, quand tu regardes ses résultats, il y a quand même 2 victoires sur le Tour de l'Avenir, ce qui est quand même pas mal. Le Grand Prix Adria Mobile, aussi en 2021, comme résultat. Il avait remporté la Orlen Nations Grand Prix en 2021, donc une course polonaise. On sait qu'il y a pas mal de courses U23 en Pologne. Mais oui, chez les élites, il n'y avait pas eu de résultats, donc ça m'avait un petit peu déçu. Et bien voilà, enfin une première victoire. Et on aurait pu le voir venir un petit peu, parce que c'est vrai qu'il a gagné le sprint du peloton sur le Trofeo Calva la veille. Et je m'en suis pas aperçu plus que ça hier, avant-hier, mais hier quand j'ai fait la vidéo, que oui, il finit premier du sprint du Trofeo Calvia. Donc c'est-à-dire qu'il y avait plutôt une bonne condition physique, le coureur néerlandais, donc on aurait pu le voir venir. Gros travail surtout chez EF, je trouve que collectivement il y a un truc qui s'est passé, il y a eu un électrochoc pendant l'intersaison, parce que je trouve que collectivement on a retrouvé un peu un collectif. Vous avez déjà Nelson Poles qui fait qui le place parfaitement dans le dernier kilomètre. Juste avant le dernier kilomètre, il le place parfaitement, mais surtout Hugh Carty, il nous a fait des relais dans les 15-20 derniers kilomètres. Waouh!
Là, tu voyais même les coureurs de Soudal Quick-Step, ils regardaient, je roule vraiment derrière Hugh Carty là, parce que j'ai du mal à accrocher sa roue. Je voyais certains coureurs, je me disais, putain, il a vraiment fait un super boulot, hein, Hugh Carty hier. C'est souvent un coureur que je critique, mais alors hier, il a passé des super relais. De toute manière, il les a remerciés, Vandenberg, il a remercié à la fois Poles et Hugh Carty, parce qu'il a fait, les deux ont fait un super boulot hier, et Poles, c'est quand même un mec qui a remporté la classique à San-Sébastien, et Hugh Carty a quand même eu des résultats dans sa carrière, donc qui se mettent au service d'un mec qui a 23 ans, je trouve que voilà, il y a... Et on en avait parlé sur le Tour de San Juan, je sais plus, sur une autre course, je dis, je trouve que collectivement, cette équipe-là, c'est quand même beaucoup mieux que les mois précédents. Donc il y a un truc qui est en train de se passer avec Carapaz qui me semble très intéressant. On poursuit du côté des coureurs au top avec Axel Zinglet. Bah encore là, Axel Zinglet, comme Vandenberg, mais lui c'est encore mieux parce que de top 5 sur 2 courses qui ont quand même des profils qui sont bien différents, c'est très intéressant. C'est-à-dire quand vous faites... Enfin, c'est quand même des courses qui ont des profils très différents. Les 5 courses ont des profils différents. Et quand Axel Zinglet fait 4 d'une épreuve comme le Trophée au Calvia avec 3000 mètres de dénivelé positif et qui fait top 5 d'une épreuve où il y en a que 1004, chapeau. Chapeau, surtout qu'hier, du côté de la Cofidis, il n'y avait pas grand monde pour le placer. C'est-à-dire qu'il s'est placé vraiment quasiment seul, parce que dans le groupe, à l'arrivée, il y avait Guillaume Martin qui était là, du côté de la Cofidis. Et il y avait que Guillaume Martin, Hugo Toumir, Geschke, il n'est pas en très grande forme même, parce que ça fait 2 jours qu'il est lâché. Les 2 frères Herrada aussi. Mais il y avait que Axel Zinglet et Guillaume Martin. Donc c'est-à-dire qu'il s'est placé un petit peu seul, Axel Zinglet, pardon. Parce que j'ai pas eu l'impression que Guillaume Martin l'ait aidé, mais après, bon, c'était filmé de manière assez particulière dans le final. Donc il a réussi à se faufiler correctement. Donc belle journée pour Axel Zinglet et il est en forme, hein. On est d'accord là-dessus. Je ne sais pas quel est son programme sur la suite. Les classiques flandriennes. Donc oui, c'est plutôt intéressant d'être en forme à ce moment-là. Oui, le Omloop Tête Nieuwsblad. C'est vrai que ça serait intéressant de le voir sur ces classiques-là parce que il n'a pas fait de classique pavé l'année dernière, mais vu comment il a été performant sur des courses très vallonné, s'il passe bien les pavés, ça peut être intéressant. Surtout qu'il n'a pas un petit gabarit. C'est-à-dire que pour les pavés, il fait 67 kg, ce qui est, je crois, 1 kg de plus que Pogacar, je crois, de tête. Donc 1,73, 67 kg, c'est pas un petit gabarit, donc il peut être solide sur les pavés, ça peut être très intéressant de voir le cours de la Cofidis sur ces courses-là. Il peut faire du bon boulot, voilà, hein. Surtout que il aime les épreuves vallonnées, hein, on l'a vu l'année dernière, il s'est imposé notamment à Vitré, et puis qu'il a une bonne vitesse de sprinter, parce que là vous voyez, il se retrouve face à des coureurs qui ont quand même un bon petit niveau au sprint. C'est-à-dire quand tu es battu par Vandenberg, Vermeulen, quand même pas le dernier venu au niveau des sprints, et Guermeil, c'est pas mal quand même, hein, pour un coureur de ce type-là. Euskaltel, comme les jours précédents, c'est-à-dire ça fait 3 fois que je les mets au top, Euskaltel, faut vraiment, là faut que je me soigne, hein, ça va pas bien. Soto 5, Canal 7, Canal aussi, hein, performant, parce qu'il était déjà dans le top 10 la veille aussi. Carlos Canal, vous me ferez pas, j'avais cette impression-là. Il cherche les points déjà, parce que c'est vrai que je rappelle que pour être invité sur les World Tour, il va falloir être dans le top 50. Donc autant vous dire, UCI, autant vous dire que Euskaltel était un petit peu loin jusqu'à maintenant du top 50. Hein, ils étaient 64e, je crois, l'année dernière sur la saison 2022, je crois me rappeler, de tête. Et surtout, j'ai l'impression qu'il va se montrer auprès des organisateurs de la Vuelta en disant, vous voyez, on est capable d'être performant sur des arrivées, on est capable de tenir la baraque, parce que très clairement, par rapport à ce qu'ils faisaient l'année dernière, à Euskaltel, on n'est pas du tout au même niveau. C'est-à-dire, on est vraiment un cran au-dessus, ce qui est vraiment bien, parce que faut pas croire que quand je critique, ça me fait plaisir de critiquer, sauf BNB Hotel. Mais... c'est mon côté méchant. Non, mais quand je critique Euskaltel, moi j'adorerais qu'il soit à un niveau qui me satisfasse.
aujourd'hui parce qu'il y a eu une grande histoire avec cette équipe liée au Pays Basque pendant des années, qui a fermé ses portes en 2013, qui est revenu avec Euskadi au départ. Et c'est vrai que j'en avais parlé, mais je trouvais qu'ils avaient plus de résultats quand ils étaient qu'avec Euskadi que depuis qu'ils sont revenus avec Euskaltel. Donc je trouvais ça un petit peu triste. Et ben là, je trouve que cette année, c'est un bon début de saison pour le moment qu'ils nous réalisent. On verra ce qu'ils font sur les autres épreuves de Palma de Majorque, mais les invitations pour la Vuelta, je pense, on va pas attendre non plus 6 mois avant de les donner. Ils se positionnent quand même extrêmement bien, surtout par rapport à Kern Pharma, qui pour le moment n'a pas montré grand-chose, et par rapport à Burgos et par rapport à Cara Rural. Et on sait qu'il n'y a pas beaucoup d'invites qui vont être disponibles. Certainement, ça sera que 2, parce que ça m'étonnerait qu'Israël fasse la Vuelta. Mais bon, je pensais qu'ils ne feraient pas non plus le Giro, et ils font quand même le Giro, mais bon, Israël, ça m'étonnerait qu'ils puissent faire la Volta. Et bah, il te reste 2 places, parce que par contre, je pense que Lotto et Total, eux, vont faire la Volta, vu qu'ils ne font pas le Giro. Donc c'est-à-dire qu'il te reste 2 places pour les grands tours. Ça va pas être facile de les obtenir. Je pense que Euskaltel l'a compris et joue à la course au point. Et c'est pas con également parce que si Kern Pharma et si Burgos BH sont pas dans le top 50, si eux ils sont dans le top 50, et pour le moment ils y sont, cette année 2023, ça peut être un avantage. Et puis je termine avec un dernier coureur au top, c'est Nasser Boigny. Ça fait du bien de revoir Nasser Boigny sur un vélo. Ça fait du bien de le revoir en course. Il n'a pas abandonné, il a été distancé dans la bosse. Il a explosé dès le début de la bosse. Il finit à 7 minutes 32. Voilà, 83e, c'est le premier coureur à 7 minutes 32. Mais c'était important pour Nasser Boigny de remettre un dossard. L'année 2022 n'a pas été fantastique pour lui, blessé sur le Tour de Turquie. Je pensais pas, j'ai vu un reportage, je crois que c'était Stade 2, qui a diffusé un reportage sur Nasser Boigny. C'est vrai qu'ils n'avaient pas trop communiqué là-dessus, Arkea, mais je pensais pas que le choc était... il était aussi blessé que ça. Voilà, Nasser Boigny. Parce que c'est vrai qu'au départ, ils ne nous avaient pas dit qu'il y avait possibilité de paralysie. Ils avaient été plutôt très rassurants, on va dire, dans leur communication. Même si moi, je pensais qu'il y aurait 4-5 mois, mais je ne m'attendais pas à ce que ça dure aussi longtemps. Et là, il a fait une saison blanche et ça va pas être facile de revenir parce que vraiment, il n'a pas repris le vélo il y a si longtemps que ça. Nasser Boigny, il n'a pas enlevé son collier cervical, enfin je sais pas comment on appelle ça, une sorte de plastron il y a si longtemps que ça. Donc ça fait du bien de le revoir sur un vélo. Il va falloir attendre un petit peu de temps avant qu'il revienne en étant performant avec Arkea. Mais on sait qu'il adore les routes de la Vuelta. Ça peut être un objectif. C'est vrai que sur le Tour de France, je ne sais pas s'il sera invité, parce que vous vous retrouvez dans une situation où chez Arkea, il y a peut-être d'autres coureurs qui voudront, Hofstetter notamment, voudra peut-être faire le Tour de France. Mais pourquoi pas avoir Nasser Boigny en forme sur la Vuelta, même si la Vuelta sera pas top au niveau des sprinters, parce que c'est un parcours qui est quand même très difficile en cette année 2023 sur la Vuelta. On devait faire la présentation du parcours de la Vuelta, mais étant donné que pour le moment j'ai pas de connexion internet, ça s'est reporté, pas indéfiniment. On fera une présentation du parcours de la Vuelta, mais un peu plus tard, peut-être en février, pour le parcours de la Vuelta. Une présentation, on va dire, générale du parcours. Et puis, je rappelle que comme les années précédentes, comme l'année dernière sur la Vuelta, on fera des présentations d'étapes au mois de septembre. Et ça sera un petit peu pendant la course. Voilà. On passe tout de suite au bonnet d'âne. Du côté des bonnets d'âne pour cette course, ce Trofeo Ses Salines Alcudia. Je commence avec Intermarché. Pourquoi Intermarché? Vous allez me dire, je suis difficile. Guermeil finit 3e. Alors sur le sprint de Guermeil, je pense qu'il ne s'attendait pas à ce que la ligne d'arrivée soit aussi proche du dernier virage. Des fois, entre ce qu'on montre sur la carte, ce qu'on montre sur Google Street View, c'est pas facile parfois de se le mettre en tête. Donc ça peut arriver. Bon, il déclenche, je pense qu'il se dit, j'ai le temps de déclencher mon sprint dans les 75 derniers mètres.
Bon, au final, il n'a pas eu le temps de déclencher son sprint et les positions, il n'a jamais pu dépasser Vermont, alors que je pense qu'il était plus rapide que Vermont, mais il en a un petit peu trop gardé. C'est vrai qu'on peut quand même se dire que chez Intermarché, dans le final, ils se sont fait complètement dépasser, surtout à l'approche de ce dernier kilomètre. Sur le dernier kilomètre, c'était très compliqué de remonter des positions, donc c'était trop tard. Mais avant le dernier kilomètre, ils se font un petit peu enfermés quand il y a les trains qui se forment. Il y a un moment, il y a Soudal et eux qui se sont enfermés alors qu'ils sont plutôt bien devant, aux alentours de 3 km de l'arrivée, 2 km et demi, je crois, de l'arrivée. Il y a une sorte de vague avec EF et d'autres équipes qui arrivent à leur repasser devant. Et je pense que c'est peut-être là qu'ils perdent la course parce que le train était plutôt en place, mais ils n'ont peut-être pas roulé assez vite au niveau du train. Après, c'est vrai que Intermarché, au niveau des trains de sprinters, ils ne sont pas parfaits. Voilà, c'est encore un truc dans lequel ils doivent travailler sur les trains de sprinters. Et là, ça a été compliqué pour eux sur cette course. Tennyson, il n'a pas pu remonter Guillermey, mais en même temps, dans le dernier kilomètre, c'était un peu tard. Et ce qui fait que Guillermey, il a tenté de se faufiler un petit peu seul, mais c'était trop tard. À l'approche dans le dernier kilomètre, il est super loin. Quand on a les deux virages, les deux premiers virages du dernier kilomètre, il est très loin. Il est, je pense, au-delà de la 10e place. Il doit être entre 10 et 15. Sur une arrivée comme ça aussi technique, c'est fini. Voilà, tu sais que tu pourras pas gagner. Et il arrive quand même à finir 3e. Et puis, mauvaise nouvelle en plus, c'est Adrien Petit qui est tombé. Certainement clavicule. Dans la posture qu'il avait, c'était certainement une clavicule. Et ça, c'est une mauvaise nouvelle parce que je rappelle qu'Adrien Petit avait fait un énorme travail sur gants pour replacer Guillermey dans les monts. On l'avait vu à plusieurs reprises vraiment faire un énorme travail et c'était un petit peu l'ange gardien, on va dire, de Guillermey dans les monts. Clavicule à ce moment-là de l'année, je dis toujours, une clavicule, on va compter un mois. Alors c'est pas un mois sans vélo, c'est un mois vraiment pour retrouver le rythme. Je dirais c'est plutôt 3 semaines avant de revenir en course, s'il n'y a pas de déplacement, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de déplacement, sinon ça se rallonge au niveau des durées de clavicule pour les cyclistes. Et en moyenne, c'est un mois. Un mois, ça nous emmène au Umloot Etniesblad, donc déjà le début de saison belge. Donc c'est pas forcément idéal. D'avoir la blessure d'Adrien Petit et en plus quand vous vous blessez lors du tout début de saison vous retrouvez un niveau où votre condition physique est pas sensationnelle, sauf que vous pouvez pas l'améliorer, vous pouvez pas faire du vélo et que vous êtes blessé, donc vous avez un petit peu tendance à courir contre la montre et ça c'est pas l'idéal. Donc pas de super journée, je dirais, du côté d'Intermarché, contrairement à la veille. Molano, autre coureur flop aujourd'hui. Alors, c'est pas la semaine de UAE, en passant, parce que ça fait 2 fois que UAE, je les mets en flop. Molano, je m'attendais à mieux, quoi. Je m'attendais à mieux. Avec un Trentin qui a abandonné, est-ce que c'était les restes de la chute de la veille? Je ne sais pas pour Trentin. Mais ouais, Molano, il finit à 3,22 avec Tim Willems, Novak et Mikkelberg. Donc ça a été un petit peu compliqué pour Juan Sebastian Molano et c'est dommageable parce que 1410 mètres de dénivelé positif, normalement c'est tout à fait dans ses cordes à Juan Sebastian Molano. Bon, après on peut se dire on est en janvier, c'est vrai que parfois les Colombiens, les Sud-Américains ont besoin d'un peu plus de temps pour se remettre dans le rythme parce qu'il y a aussi un petit peu un choc thermique. S'il a passé ses vacances en Colombie, ça veut dire qu'il faisait 40 degrés. Il arrive en Europe, il fait 5, il y a un petit choc thermique, il faut un petit peu se mouiller la nuque. Donc ça peut être compliqué de retrouver le rythme, de trouver des sensations dans ces conditions-là. Mais c'est vrai que c'est pas fantastique pour Molano parce qu'il faisait partie, je pense, des outsiders pour une course de ce type. C'est dommageable. Après, c'est vrai que Molano, il est souvent bon en fin de saison. Ça veut peut-être dire aussi qu'en début de saison, c'est pas trop sa tasse de thé. Voilà. C'est peut-être normal, mais hier, il n'était pas dans le coup, donc c'est pour ça que je le mets bonnet d'âne, mais c'est peut-être normal. Pour Molano, il a peut-être besoin de pas mal de jours de course avant de se mettre dans le rythme. Et puis je termine avec Human Powered Earth. Là aussi, un pas fantastique pour l'équipe américaine. Alors certes, Stephen Bassett finit 22e dans le temps du vainqueur,
Mais c'est le seul qui finit dans le temps du vainqueur. Colin Joyce est dans le groupe Nasser Bouhanni. Banasek et Barnabas. Banasek est à 10,05. Je crois que c'est le dernier même à l'arrivée. Barnabas Peak a abandonné. Ils ont des sprinters chez Human Powered Health, mais pas des sprinters qui passent les boss. C'est avec Agnolowski, Colin Joyce, c'est pas des mecs qui passent les boss. Donc sur un parcours comme ça, c'était un petit peu compliqué. Après, c'est une équipe, enfin j'ai toujours eu du mal à comprendre ça, c'est-à-dire que c'est une équipe qui n'a pas vraiment de grands grimpeurs, qui n'a pas vraiment de sprinters, de grands punchers, et pourtant ils courent quand même très souvent en Espagne. Je suis pas sûr que ça soit le territoire de course qui leur convienne le mieux. À Human Powered Health. Et c'est vrai qu'on les voit souvent, ils font souvent le tour de la communauté de Valence, enfin on les voit très souvent en Espagne. Or, ils n'ont pas les coureurs qui conviennent à ce terrain-là. Parce qu'en Espagne, on a rarement une étape toute plate en Espagne. C'est assez compliqué d'avoir une course toute plate. 1410 mètres, c'est quasiment une étape plate pour une course en Espagne. Donc c'est vrai que je suis assez surpris de voir cette équipe-là toujours en Espagne. Alors je pense qu'il y a des courses en France notamment qui pourraient peut-être plus leur convenir, pourquoi pas aussi aux Émirats. Après c'est peut-être aussi des accords qu'ils ont avec l'Espagne. C'est peut-être aussi la première nation qui a invité cette équipe américaine et qui a envie de perdurer cette tradition, on va dire. Mais bon, je suis quand même pas très rassuré pour Human Powered Health parce que j'étais assez critique avec leur effectif. Mais c'est vrai que je me rappelle quand même de cette équipe qui a quand même lancé McNulty, il faut le dire. À l'époque, quand elle s'appelait Rally Cycling, je trouve que ça fait depuis quelques années qu'ils n'ont pas lancé de super jeunes coureurs. Donc c'est là-dessus où je suis pas très rassuré pour cette formation américaine. On parle de la course pour vous qui a peut-être déjà eu lieu, je ne sais pas. Moi j'enregistre, il est 11h49. C'est la deuxième course des Trofeo de Palma de Mallorca. C'est le Trofeo Andrax qui part de Andrax pour Mirador del Colomer Pollença. Une arrivée en bosse pour cette course, à peu près 3100 mètres de dénivelé positif, donc ça ressemble en termes de dénivelé positif au Trofeo Calvia, mais on a des côtes qui vont un peu plus haut, des côtes un peu plus longues, il y a un peu plus de temps de répit aussi avant la dernière bosse finale, et surtout une arrivée en bosse, alors que le Trofeo Calvia c'est une arrivée sur le plat, donc ça diffère un petit peu entre ces deux courses malgré un dénivelé positif similaire. C'est également une course qui est plus longue, de pas grand chose, mais 161 km, ça veut dire 11 km de plus que le Trofeo Calvia. On part de Andrax, on passera par le port d'Andrax où il y aura un sprint intermédiaire, pareil sur la montée d'Andrax où il y aura des sprints intermédiaires qui permettent de donner des points parce qu'il y a un maillot, on va dire, il y a des trophées à l'arrivée de chaque épreuve. On aura ensuite le col de Sagramola, 5 km 9 à 5,1 de moyenne, puis le col de Claret, 10 km 7 à 3,7%, à peu près à la mi-course. On redescendra ensuite vers Soleil pour aller vers le col de Puigmayor, 14 km 400 à 6,1 de moyenne. Autant vous dire qu'à ce moment-là de l'année, ça va faire très très mal aux pattes. Je pense que c'est un moment important. Alors, est-ce qu'il sera diffusé ? Il faut savoir qu'il diffuse à peu près 1 heure de course sur Eurosport. Donc, c'est pas sûr que cette montée-là soit diffusée. Peut-être qu'ils vont prendre l'antenne juste au moment de la descente, ce qui n'est pas très intelligent de la part de Eurosport. Et puis ensuite, on aura 2 sprints à Luc et Pollença avant la montée finale du Mirador del Colomer, 3 km 1 à 6,2 de moyenne pour ce Trofeo Andrax. Troisième manche des challenges de Majorque. On fera le débrief demain de cette épreuve. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mike Production. Ciao, ciao!